Vendredi 2 juin 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Bonne rupture également à vous. Lutte contre l'impunité est-il possible au Niger au regard des différents traitements qu'a connu certain nombre de dossiers brûlants dans la gestion du pays? Pour Dambadji Son Allah, la lutte contre l'impunité est une relève d'une utopie au Niger. On l'écoute. Nous avons appris et nous avons entendu à un moment qu'il y avait eu plus de 316 dossiers ou 360 dossiers qui ont été transmis au parquet, c'est-à-dire au niveau du procureur de la République, qui lui-même était sorti et il a effectivement confirmé cela. Et il a dit en tout cas, tout celui qui est impliqué de près ou de loin, il sera interpellé et il ne peut être libre que quand il arrive à libérer ou du moins à payer ce qui lui revient comme accusation du détournement du denier public. Donc on était content effectivement en ce temps-là parce qu'on a même soutenu et on a parlé à qui veut l'entendre en saluant même la bravoure du président de la République, le fait de transmettre le dossier parce que c'est une première fois que ce dossier entassé à la présidence depuis des années, le politique arrive à transmettre ça au niveau de la justice. Parce que transmettre au niveau de la justice, c'est un risque politique, nous le savons très bien. Parce que même si aujourd'hui, elle empêche et elle bloque la justice de faire son travail, c'est déjà dans le circuit de la justice, même si c'est après eux, ce dossier-là, ils seront jugés. Donc maintenant, quelle fut notre surprise? Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 mois, nous n'entendons plus parler de cette affaire de Meboulala. Je ne sais pas, Meboulala est devenu la chicotte. Je ne sais pas en réalité qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça en réalité ce qui nous inquiète dans tout ce qui est en train de se passer. Et pire, nous constatons qu'on fait claironner sur tous les toits qu'en réalité on est en train de combattre l'impunité et la justice. Mais comment vous allez nous parler de l'impunité et de l'injustice dans un pays où la justice demande d'écouter un député accusé sur une affaire et 2 anciens ministres accusés sur 2 affaires et l'Assemblée, dans ses travaux durant 90 jours, elle nous fait comprendre qu'elle n'a pas eu le temps d'accéder à cette requête, faute de temps. Et mieux, si vous lisez les journaux, il y a des journaux qui font état que cette question a été débattue en coulisses et que c'était des appréciations de bas étage qui ont empêché à ce que ce dossier-là passe et qu'il soit voté et transmis à la justice pour que ce dernier réponde de leur forfaiture. Dambadji Son Allah, vous pourrez d'ailleurs suivre en partie magazine de cette édition. Après l'attaque terroriste meurtrière d'Abala le mercredi dernier, le Front pour la restauration de la démocratie, le Front pour la restauration de la démocratie et de la République, dans un communiqué en date de 2 juin, sort dans son silence et condamne ces attaques. Le FRDDR demande la création d'une commission d'enquête sur la gestion des fonds alloués à la défense et à la sécurité. Le résumé de ce communiqué avec la rédaction Labari. Ce communiqué faisait suite à celui en date du 23 février 2017, consécutif à l'attaque barbare qui a coûté la vie à une quinzaine de nos jeunes et braves patriotes, éléments de forces de défense et de sécurité à Bani Bangou. Déjà, à cette occasion, le FRDDR exigeait du gouvernement la prise de mesures appropriées afin de mettre un terme à l'insécurité rampante qui malheureusement est en train de prendre une proportion inquiétante. Comment comprendre depuis cette spirale de Katomba fauchant chaque jour des jeunes Nigériens à la fleur de l'âge que des perspectives propres à mettre un terme à cette vague d'attaques ne soient envisagées et présentées. Depuis, aux attaques quasi permanentes dans la région de Difa se sont ajoutées celles de Dolbel, Fonego, Ayeru, Wanzerbe, Patelkoli, Abala. Telle une fatalité à chaque fois, ce sont des morts, des blessés, de nombreux dégâts matériels et presque toujours les assaillants disparaissent dans la nature, échappant comme par miracle au dispositif de surveillance. Ces arguments étaient pourtant mis en avant pour justifier la présence de multiples bases militaires étrangères sur le territoire national.
Le FRDDR ne saurait ne pas s'interroger sur l'incongruité de la succession de ces événements ainsi que l'incapacité manifeste des autorités à y faire face. Le FRDDR, à son temps, déplorait le sous-équipement des unités combattantes de nos forces de défense et de sécurité, alors que même des quantités d'armes sophistiquées en nombre important sont stockées au palais de la présidence. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est grave, s'exclame l'opposition. Chaque jour, les théâtres d'opérations se multiplient et s'approchent des principaux centres économiques et politiques du pays. Chaque jour, des jeunes Nigériens sont exposés à la mort. Aussi, le FRDD présente-t-il aux forces de défense et de sécurité, aux familles des disparus, ses condoléances les plus attestées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le FRDDR exige des autorités la prise de mesures hardies pour mettre un terme aux attaques récurrentes dont sont victimes les FDS et les populations. Le redéploiement des hommes et des équipements militaires réservés à la parade militaire et à la mise en place comitante d'un plan plus approprié de gestion des ressources humaines. Par ailleurs, le Front de restauration de la démocratie et de la défense de la République demande au groupe parlementaire de l'opposition d'initier instamment la création d'une commission parlementaire d'enquête sur la gestion des fonds alloués à la défense et à la sécurité au Niger au cours des 10 dernières années. Dans ce même registre, ces attaques ne laissent pas indifférents les citoyens nigériens qui ont voulu nous délivrer leur inquiétude. On les écoute. Nous avions constaté ces derniers temps une recrudescence des attaques armées menées par des terroristes ou bien des bandits armés sur la partie ouest de notre territoire. Mais nous ne voulions pas aussi les attaques terroristes de l'extrême est de notre pays, malgré les différents contingents des forces étrangères qui sont sur place et que nous ne voyons pas vraiment leur utilité si elles doivent, ces forces étrangères, renseigner nos forces de défense et de sécurité. Mais pourquoi ne pas le faire à temps pour que ces différentes attaques puissent cesser? En tout cas, on recense à chaque fois des morts, des blessés, et puis les assaillants reprennent la brousse. On ne sait pas, on n'a pas pu les identifier. Ça, c'est le problème numéro 1. On ne sait pas comment ils s'approvisionnent et on ne sait pas à quelle fin ils font ça. Un pays qui n'a pas la capacité d'assurer sa souveraineté ne mérite pas, n'est pas viable. Et depuis les indépendances, il y a eu des propositions pour dire aux chefs d'État africains, réunissez-vous, faites l'unité africaine, faites la fédération des États africains. Les gens continuent dans leur égoïsme, ils n'ont pas compris, ils le refusent, et voilà, aucun pays africain ne peut se défendre aujourd'hui contre n'importe quelle attaque. Vraiment, je m'inquiète surtout sur ces attaques récurrentes dans notre pays. Et surtout même à quelques kilomètres de notre capitale du pays. Ça inquiète beaucoup puisqu'on ne peut pas comprendre du tout que malgré toute la présence de ces bases occidentaux qui sont là, et malgré tout cela, on n'arrive pas à situer ces terroristes une fois qu'ils font leur bavure et ils s'échappent dans l'air comme ça sans pour autant rien comprendre. Et surtout, nos militaires encore qui sont là, je ne sais pas comment ils se renseignent, comment ils font leur communication avec ces bases occidentales, malgré qu'on a dit que ces bases occidentales sont là pour nous amener du renseignement par rapport à tout ce qui se passe donc sur notre territoire. Oui, bon, en tant que citoyen, c'est déjà un sentiment d'inquiétude d'abord, parce que le chaos semble de plus en plus se généraliser. Donc ce qu'il faut craindre, c'est que il faut revoir surtout la politique sécuritaire. Et par rapport même à nos conventions que le chef d'État a signées lui-même, peut-être sans aviser le Parlement et une frange de la société civile, parce que là, si à chaque matin on doit se réveiller dans des attaques, alors que nous avons en tête qu'à côté il y a des bases qu'on a dit installées pour soi-disant
épauler nos forces de défense et assurer la défense de l'intégrité du territoire. Et finalement, même des attaques à 180 km de Niamey, moi je pense que c'est une source d'inquiétude majeure. Là, c'est très grave. Après une journée de jeûne bien remplie, l'aliment recommandé pour rompre ces jeûnes est la date. Pourquoi cet aliment? Élément de réponse avec le prédicateur frère Ismaël Mahamadou. Pourquoi la date? D'abord, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il dit la meilleure nourriture qu'on utilise là pour ouvrir la bouche, c'est la date. Si on n'a pas de date, on boit de l'eau fraîche. Donc, pourquoi la date? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et il faut respecter à la lettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis aujourd'hui, il est cliniquement prouvé que la date a des vertus. Vous-même, vous verrez que quand vous commencez à ouvrir la bouche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une maison il n'y a pas de date, la maison est à moitié, tu vois, c'est une demi-maison. Tellement la date a des vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cet aliment. Et le prophète a l'habitude de ne se nourrir que seulement que des dates. Et ceux qui ont été à la Mecque, et ils ont vu que nous on a quelques 2 ou 3 espèces de dates. Mais effectivement il y a certaines dates qui sont nourricières. Vous les mangez, vous buvez de l'eau et puis c'est fini. Donc le meilleur aliment c'est la date. Le prophète a dit ouvrez avec la date si vous n'avez pas. Trouver de l'eau parce que l'eau est rafraîchissante. Donc c'est pour cette raison pourquoi la date. En cette période de Ramadan, l'on constate la disponibilité du jus en sachet sur le marché. Du coup, les jeûneurs les consomment abusivement pour rompre le jeûne. Qu'en est-il des conséquences sur la santé? Détail dans ce reportage signé Asmaou Sedou et Ibrahim Abdou. Je le disais, en cette période de Ramadan, l'on constate la disponibilité du jus en sachet sur le marché. Du coup, les jeûneurs les consomment abusivement pour rompre le jeûne. Qu'en est-il des conséquences sur la santé? Détail dans ce reportage signé Asmaou Sedou et Ibrahim Abdou. Ce mois de Ramadan, ils sont beaucoup consommés au moment de la rupture par les jeûneurs. Ces jus de plusieurs variétés inondent en ce moment les marchés. Une consommation qui n'est pas sans conséquence sur la santé. À la fin de la journée, au moment de la rupture, les gens, en tout cas, on constate que les gens affluent vers la consommation, en tout cas d'autres types de boissons qui ne sont pas sans conséquence sur la santé, notamment le boisson qu'on trouve, le boisson importé, et d'autres de boissons dans des sachets où il faut effectivement les diluer avec une quantité importante de l'eau. Cela n'est pas le problème, mais le problème c'est surtout à ce qui est de la constitution effectivement de ces jus, il faut l'appeler ainsi, parce que d'abord c'est des choses qui contiennent beaucoup de colorants, beaucoup de choses en tout cas qu'on ne comprend même pas, parce que déjà que au niveau de notre pays le contrôle n'est pas ce qu'il est, on ne comprend pas comment en tout cas toutes ces choses rentrent. Mais les conséquences sur le plan sanitaire, en tout cas il faut se dire que l'organisme a besoin effectivement, pour qu'il fonctionne bien, il faut que son alimentation soit saine comme on l'a dit. Alors le fait de consommer trop de sucre, d'abord ça contient énormément de sucre parce qu'en le goûtant, vous savez qu'il y a énormément de sucre ajouté. Le sucre ajouté à lui, si il est en accès au niveau de l'organisme, ça pouvait avoir des conséquences, genre des maladies chroniques, je prends l'exemple du diabète et autres types de maladies chroniques. Mais aussi et surtout la constitution, comme je l'avais dit, de ces produits sont susceptibles d'entraîner d'autres types de maladies comme les cancers que nous voyons, qui sont devenus de plus en plus fréquents dans notre communauté. Pour éviter des conséquences néfastes à l'organisme, le médecin Dr Momansani prodigue ces quelques conseils. C'est bien vrai, au moment de la rupture, les gens ont besoin effectivement de prendre, de se réhydrater, parce que c'est vrai, passer jusqu'à presque 14h à 15h sans boire, les gens ont besoin de boire, mais nous conseillons effectivement à la population de privilégier, n'est-ce pas, les choses naturelles ou le plus proche de naturel que possible. Il y a suffisamment de fruits qui peuvent permettre aux gens de faire du jus naturel, pas avec trop de sucre ajouté, parce qu'il faut éviter énormément de sucre ajouté à cette période
période, tout comme il faut éviter aussi des huiles, surtout des mauvaises huiles et bien d'autres aliments qu'il faut éviter. Donc privilégier surtout je dis bien le naturel, les fruits, les légumes et tout ce qui s'ensuit, les protéines pour pouvoir effectivement reconstituer le tissu de l'organisme et surtout boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau ne veut pas dire boire de jus avec beaucoup de sucre ajouté comme on dit. On peut boire de l'eau simple, ça pouvait effectivement permettre à l'organisme de se réhydrater. Ces jus proviennent d'horizons divers avec des qualités douteuses, donc plus de prudence à vous qui utilisez ces produits. Du sport dans cette édition, du rififi à la Féniluta, des membres du bureau de l'instance nationale de l'État traditionnel ont pris une décision hier, suspendant leur président Abouba Ganda. Ce dernier a réagi cet après-midi au cours d'un point de presse qu'il a animé. Abouba Ganda indexe le ministre des Sports Kassoum Mokhtar dans cette affaire. Suivons un extrait de son intervention. Certains individus, à la solde du ministre de la Jeunesse et Sport, se permettent de convoquer une réunion à mon issue à la personne de mon vice-président qui n'a aucun droit de convoquer une réunion tant que je suis là. Déjà, c'est une fausse note, déjà c'est l'illégalité totale. Ils ont tenu une assemblée générale pour dire qu'ils m'ont suspendu. Moi, pour moi, c'est sans événement. Parce que jusqu'à présent, rien ne m'a été notifié. Je dis bien, rien ne m'a été notifié. Je l'ai suivi comme tous les lambda nigériens à la télé Bonferré. Et tout ce que je sais, avant d'aller à Dakar, le directeur du sport m'avait appelé pour me dire: Monsieur le Président, le ministre vous a demandé de préfinancer la mise au vert de l'équipe nationale. Ce que j'ai accepté de faire, on a convoqué les lutteurs, on a pris une bonne dame qui a préparé à manger jusqu'à la fin de l'estage des lutteurs. Jusqu'au départ, nous avions fait un budget. Et ce budget-là, chaque année qu'on organise le TOLAC ou le tournoi de la ville de Dakar, le ministère nous débloquait cet argent-là pour que nous puissions faire le déplacement, pour que nous puissions mettre dans les conditions les lutteurs. Donc, après, la veille du départ, le ministère nous disait qu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas un copec pour que les lutteurs puissent se déplacer. Et ils savent pertinemment que ces lutteurs-là, il faut leur donner de quoi donner à leur famille et de quoi donner à leur marabout. Jusqu'à la veille de leur départ, ces lutteurs-là sont délaissés à eux-mêmes. C'est l'entraîneur qui a eu l'idée de louer un taxi à 5 h du matin pour prendre les lutteurs et les amener à l'aéroport. Alors que ça, ce n'est pas notre domaine. Nous, on a mis à la disposition du ministère les lutteurs, 10 jours. Alors, le lendemain, 8 h, je me suis présenté au ministère. Rien, ils me disent rien, le DRFM a disparu, le ministre a disparu. On était là-bas jusqu'à 14 h alors que la convocation était pour 14 h. Et c'est de là qu'on nous a mené l'argent des lutteurs pour dire que voilà 250 000, 250 000. Ils m'ont montré le passage de l'intervention du président du rugby qui fustigeait le comportement du ministre de la Jeunesse Sport.
Et ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, c'est la triste réalité. Parce que généralement, au ministère de la Jeunesse Sport, on n'amène pas des gens qui aiment le sport. Ils amènent des gens qui viennent pour s'enrichir et partir. C'est ce qui fait mon problème avec le ministère. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine. Dambadji Son Allah, acteur de la société civile, nous livre son opinion par rapport à la lutte contre l'impunité au Niger. Très bonne réception à vous et au revoir. Nous avons appris et nous avons entendu à un moment qu'il y avait eu plus de 316 dossiers ou 360 dossiers qui ont été transmis au parquet, c'est-à-dire au niveau du procureur de la République, qui lui-même était sorti et il a effectivement confirmé cela et il a dit en tout cas tout celui qui est impliqué de près ou de loin, il sera interpellé et il ne peut être libre que quand il arrive à libérer ou du moins à payer ce qui lui revient comme accusation de détournement du denier public. Donc on était content effectivement en ce temps-là parce qu'on a même soutenu et on a parlé à qui veut l'entendre en saluant même la bravoure du président de la République, le fait de transmettre le dossier parce que c'est une première fois que ce dossier entassé à la présidence depuis des années, le politique arrive à transmettre ça au niveau de la justice. Parce que transmettre au niveau de la justice, c'est un risque politique pour eux. Nous le savons très bien. Parce que même si aujourd'hui, elle empêche et elle bloque la justice de faire son travail, c'est déjà dans le circuit de la justice, même si c'est après eux, ce dossier-là, ils seront jugés. Donc maintenant, quelle fut notre surprise? Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 mois, nous n'entendons plus parler de cette affaire de Meboulala. Je ne sais pas, Meboulala est devenu la chicotte. Je ne sais pas en réalité qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça en réalité ce qui nous inquiète dans tout ce qui est en train de se passer. Et pire, nous constatons qu'on fait claironner sur tous les toits qu'en réalité on est en train de combattre l'impunité et la justice. Mais comment vous allez nous parler de l'impunité et de l'injustice dans un pays où la justice demande d'écouter un député accusé sur une affaire et 2 anciens ministres accusés sur 2 affaires et l'Assemblée, dans ses travaux durant 90 jours, elle nous fait comprendre qu'elle n'a pas eu le temps d'accéder à cette requête, faute de temps. Et mieux, si vous lisez les journaux, il y a des journaux qui font état que cette question a été débattue en coulisses et que c'était des appréciations de bas étage qui ont empêché à ce que ce dossier-là passe et qu'il soit voté et transmis à la justice pour que ce dernier réponde de leur forfaiture. Vous voyez dès là, quand vous prenez le dossier de 360 dossiers transmis au procureur, qui le dossier, même dans ce dossier, il transmet à ce qu'il écoute des ministres, des anciens ministres et un député. Et aujourd'hui, c'est la représentation nationale, la représentation du peuple. Parce que c'est elle qui nous représente là-bas, c'est elle qui fait entorse, soi-disant, elle a un calendrier surchargé, elle ne peut pas discuter sur ce dossier. Mais c'est le plus grand malheur que nous ne pouvons pas comprendre qu'on dise que c'est arrivé dans la démocratie nigérienne. Je pense bien que les députés doivent se dire une chose. C'est au nom de la loi qu'ils sont au niveau de l'Assemblée nationale. Et ils sont au niveau, en tant que députés, et la loi leur font obligation d'être impartiaux dans la gestion de l'affaire de l'Assemblée. Et un député qui est impartial, c'est un député qui ne doit pas répondre aux injonctions ni de son parti, ni de sa couleur, ni de son ethnie, ni de son groupe parlementaire, ni de sa région. Dès que tu es député, tu es un député national. Tout acte doit concorder de l'intérêt national et non de l'intérêt identitaire. Si on revient à cet état de fait, que nos députés nationaux n'ont pas la capacité de pouvoir être au-dessus de toute considération alors que la loi leur font obligation d'être au-dessus. Mais là, c'est le plus grand scandale qu'ils ont eu à commettre ou qu'ils vont commettre dans cette démocratie et qu'ils se disent une chose, l'histoire est là et l'histoire ne rate pas.
et elle sévira avec la plus grande célérité dans les actes qui sont en porte-à-faux avec l'esprit de la loi. Donc, quand vous faites une analyse un peu lucide et un peu pertinente par rapport aux deux effets que je vous ai expliqués, vous allez comprendre de vous-même, en réalité, l'injustice est devenue en réalité la justice au Niger. C'est ça qui représente la justice. L'injustice est devenue la justice. Parce que partant de ce qui se passe, ça veut dire qu'aujourd'hui, un voleur du bouc ou un voleur d'un sac de haricots, il va se retrouver en prison, alors qu'un voleur de milliards, il va se pavaner, il va narguer les Nigériens et il sera même rehaussé à un niveau très élevé parmi les soi-disant personnalités du pays. Quel est l'honneur d'une personnalité qui vole? Et c'est ces mêmes gens qui vont venir s'habiller et nous donner des leçons de morale pour dire qu'ils représentent le pays auprès de qui? Oui, je pense bien qu'il y a un minimum. La classe politique dans son intégralité, qu'elle se dise une chose, que le Niger n'est pas constitué uniquement des politiciens, que le Niger ne constitue pas leur appât dans leur vie. Ils ont le même droit, le même devoir que tout Nigérien. Et tu ne peux être politicien au nom de la loi qui a sauvegardé et qui a encadré comment tu devais être. Aujourd'hui, même la loi qui encadre ces partis politiques, elle n'est pas respectée par ce dernier. Il ne faut pas me parler de l'opposition ou bien de la majorité. Ils sont tous pareils, mon frère, dans ce pays. Aujourd'hui, quand vous prenez la confusion actuelle, regardez, dans un pays où on vous dit la démocratie à la base n'a pas d'importance, mais c'est la démocratie à un niveau de haute conciliabule politique et politicienne, c'est elle qui a un niveau. Je m'explique. Vous pouvez m'expliquer, aujourd'hui, on vous dit que les élections locales n'ont pas d'importance. Ce sont les élections législatives et les élections présidentielles qui ont d'importance. Dans un pays où la même constitution fait obligation qu'après 5 ans de leur exercice, je parle des conseillers municipaux et les conseillers départementaux, ils doivent être renouvelés pour que certains soient sanctionnés et certains soient félicités par leur propre base. Aujourd'hui, c'est toute la classe politique qui s'est concertée pour en réalité refuser d'aller aux élections. Or, nous savons très bien, quand il s'agit des élections, c'est une souveraineté populaire. Ce n'est pas une souveraineté de la classe politique. Quand il s'agit des élections, ce ne sont pas les politiciens seulement qui se présentent. La loi permet aux candidats indépendants de se présenter. Et vous avez beaucoup de conseillers indépendants à l'intérieur du pays. Et tout ça, là, ils font fi de ça. Ils considèrent que le bas peuple, c'est en réalité leur troupeau. Ils peuvent faire ce que bon leur semble. Avec le même fichier, ils ont fait les mêmes élections. Mais quand il s'agit des élections locales, parce qu'ils savent que ce sont des élections où il y aura moins de vols, ce sont des élections de proximité, ce sont des élections où c'est difficile que tu voles le peuple, parce que c'est son enfant qui est proche de lui qui va demander sa voix, et quand il donne sa voix, on ne peut pas lui voler ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront pris au dépourvu, chacun à ce qui le concerne, ce qu'il représente dans chaque localité. Et ils ne veulent pas que cela soit compris par leur patron. Parce qu'en réalité, nous avons compris, en fin de compte, je parle aussi même des dirigeants, ils ont plus de soucis à satisfaire leurs partenaires qu'à satisfaire les Nigériens que nous sommes, qui le représentent au sommet de l'État grâce à ces lois. Donc vous voyez, en substance, c'est de l'arnaque que le peuple nigérien est en train de subir. Et je pense bien qu'il est temps, et il est grand temps à cette classe politique de revenir sur terre et de se dire qu'elle a un devoir vis-à-vis du peuple nigérien et elle doit se soumettre pour régler ce problème. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème crucial, celui de l'insécurité. Chaque jour qui est Dieu fait, malheureusement, on a des morts qu'on compte parmi nos frères. Et ça là, je pense bien que rien que ça là, doit motiver les dirigeants et l'opposition à se dire qu'il
il y a des lignes à ne pas franchir. Arrêtons voir, régler ça d'abord avant d'aller à quel que soit à un autre problème. Mais aujourd'hui, vous voyez, chacun de son côté essaie d'exploiter la situation. Si c'est l'opposition, il essaie d'exploiter la situation. Si c'est la majorité, ceux qui sont au pouvoir, ils essaient de dire qu'ils ont garanti la sécurité et voilà, ils ont tout investi. Elle, l'opposition, encore, c'est ça qu'elle utilise pour dire voilà, il y a une insécurité grandissante. On dirait que tout ce qu'ils racontent, ce n'est pas au nom de ce peuple nigérien. Et c'est toujours ce peuple qui est victime de toute cette situation. Il faut qu'on accepte le principe que la vie humaine doit être sacrée. Et que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, qu'ils se disent qu'ils ont un devoir. Parce qu'ils ne peuvent faire la politique là quand il y aura paix. C'est quand il y a la paix qu'ils peuvent être dirigeants. C'est quand il y a la paix qu'ils peuvent être politiciens. Et c'est quand il y a la paix qu'on peut prendre votre micro, même en tant que de la société civile, pour parler. Et dans le processus actuel,